Bonjour, bonjour, c'est Florian du site IT Connect. Aujourd'hui, nous allons parler réseau et accès distant, puisque nous allons apprendre à configurer un VPN SSL sur pfSense afin de mettre en place un VPN de type client to site. Alors, l'objectif d'un VPN de ce type, c'est de pouvoir se connecter au réseau de son entreprise à distance à partir d'un PC sur lequel l'accès VPN est configuré. Alors, dans notre cas, le tunnel VPN est monté directement entre le PC et le pare-feu pfSense directement. Ce qui est très, très intéressant, ce type de configuration, puisque le recours au télétravail s'est intensifié ces derniers mois, donc la demande en accès nomade et en mobilité est grandissante. Donc les accès distants sont très tendance. Donc je vous propose aujourd'hui de poser un peu les choses et de voir un schéma de l'architecture que nous allons déployer pour que tout soit bien clair. Puis en termes d'organisation, nous allons poser la méthodologie que l'on va dérouler ensuite. Et puis on partira sur la démo pour mettre tout ça en œuvre. Alors concernant le schéma de l'architecture. Alors pour ma part, donc j'utilise un réseau d'entreprise comme ici avec différents PC et serveurs qui sont adressés sur le réseau 192.168.1.0. Donc c'est à ce réseau-là qu'on va se connecter à distance via le VPN. Le tunnel VPN, quant à lui, utilisera le réseau 10.10.10.0 en /24. Et pour ma part, je me trouve donc à mon domicile avec un PC dans le réseau 192.168.10.0/24. Donc c'est à partir de ce PC que mon objectif c'est de monter un tunnel OpenVPN jusqu'au réseau de mon entreprise. Donc en termes de méthodologie pour en arriver là. Donc nous allons avoir différentes étapes, donc plus précisément 7 grandes étapes. Donc la première étape, ça va être de créer une autorité de certification, puisque nous allons configurer un VPN SSL, donc il nous faut forcément des certificats. Puis nous aurons une partie authentification qui va venir s'ajouter en complément pour une authentification utilisateur. Donc on va créer une autorité de certification dans un premier temps. Ensuite, on va créer un certificat pour notre firewall qu'il va pouvoir utiliser pour les flux VPN. Suite à ça, on va pouvoir créer un utilisateur local sur le pfSense, puisque dans mon cas, je vais me connecter au VPN via un utilisateur local. On va devoir lui créer un certificat à cet utilisateur pour qu'il puisse se connecter en VPN et chiffrer les flux grâce à ce certificat. Une fois qu'on aura fait ces prérequis-là, nous allons pouvoir configurer le VPN client to site en lui-même, donc via la fonctionnalité OpenVPN qui est intégrée directement à pfSense. Puis ensuite, on va pouvoir exporter la configuration VPN pour l'intégrer sur un poste client. Mais avant ça, nous allons devoir aller faire un petit tour dans la partie règles de firewall, puisqu'en fait, on va devoir créer une règle pour autoriser les flux VPN à rentrer, et ensuite créer une ou plusieurs règles pour autoriser les flux à l'intérieur du tunnel VPN en lui-même. Par exemple, si vous voulez qu'en VPN, on puisse accéder en RDP à tel ou tel serveur, il va falloir créer des règles explicitement sur le pare-feu pfSense pour autoriser les flux. Par défaut, tous les flux sont bloqués dans le tunnel VPN. Donc en fait, vous pouvez monter le tunnel VPN, mais vous avez accès à rien si vous ne créez pas les bonnes règles. Et une fois que tout ça sera prêt, on va pouvoir importer la configuration sur un poste client et tester l'accès distant. Alors on va commencer dès maintenant et on va partir sur la démonstration. Donc voilà, je suis connecté sur un PC Windows 10 de l'entreprise qui me permet d'avoir la main directement à mon pare-feu pfSense depuis le réseau local de l'entreprise. Donc on va commencer la configuration par créer, donc comme je le disais, l'autorité de certification. Donc dans le menu Système et Cert Manager. Ici dans l'onglet CA, on va cliquer sur le bouton Add et puis on va remplir le formulaire. Donc on va déjà commencer par indiquer le nom pour cette autorité de certification. Donc par exemple CA-IT Connect. Là on va créer donc, une autorité de certification interne. Vous pouvez laisser les autres paramètres par défaut, en tout cas pour les 3 premières lignes. La validité du certificat est de 10 ans, donc par défaut. Ici, donc c'est le nom du certificat, le nom qui sera intégré dans les certificats générés. Donc on peut ajouter, on peut mettre par exemple IT Connect, voilà. Donc là après vous avez différentes informations à remplir concernant le pays, la ville et le nom de l'organisation. Donc je vous laisse remplir tout ça.
Donc une fois que les différents paramètres sont bien remplis, on va cliquer sur Save pour créer l'autorité de certification. Donc on peut voir, comme je vous le disais, que le certificat est valide 10 ans et que donc l'autorité de certification est bien créée. Maintenant, dans l'onglet Certificate, nous allons pouvoir créer un certificat pour notre serveur. Donc on va cliquer sur le bouton Ajouter. Ici, donc on va créer un certificat interne. On va lui donner un nom. Donc on va mettre certificat OpenVPN par exemple. Là, on va se baser sur l'autorité de certification qu'on vient de créer, vous voyez ici. Donc le certificat, lui aussi, sera valide 10 ans. Ici, donc c'est le common name, donc vous pouvez mettre IT Connect, enfin vous mettez quelque chose qui correspond à votre firewall en fait. Donc après, on retrouve les informations sur la ville, l'organisation. Donc ce qui est important, c'est de choisir un type de certificat serveur et ensuite de cliquer sur le bouton Save pour créer le certificat. Donc là, nous avons bien notre certificat. Donc là, la partie certificat est pour l'instant, on peut la mettre un peu de côté. Maintenant, nous allons aller créer un utilisateur. Alors pour créer l'utilisateur, c'est dans le menu Système, User Manager. Donc ici, on va cliquer sur le bouton Add. On va donner un nom à cet utilisateur, par exemple vpn.itconnect. Là, vous allez définir un mot de passe. Donc ça sera le mot de passe pour se connecter au VPN en fait pour cet utilisateur-là. Alors il est à noter qu'on peut utiliser une base d'annuaire Active Directory ou un autre annuaire LDAP pour l'authentification VPN. Dans ce cas-là, je vous invite à aller dans la partie Authentication Servers et à déclarer votre annuaire. Et quand on va faire la configuration de l'OpenVPN Server, vous allez choisir votre annuaire plutôt que la base locale comme source. En tout cas, pour le certificat, il faut quand même créer un utilisateur pour avoir au moins un certificat de type utilisateur à intégrer dans la configuration de l'OpenVPN. Donc, dans tous les cas, vous devez au moins créer un utilisateur local. Donc ici, ce qui va être intéressant, c'est de cocher cette case-là, pour afficher le formulaire de création d'un certificat utilisateur. Donc là, on va mettre certificat VPN IT Connect, voilà. Et on va cliquer sur le bouton Save. Donc à partir de là, nous avons bien notre utilisateur. Et si on retourne voir dans le gestionnaire de certificats, dans l'onglet Certificats, on peut voir également que nous avons le certificat de type User qui est bien arrivé ici. Donc maintenant, nous allons créer la configuration OpenVPN dans l'onglet VPN et OpenVPN. Donc, ensuite, dans la section serveur, on va cliquer sur Add et on va réaliser la configuration. Donc là, il y a pas mal d'options à voir et à renseigner, même si on va pas forcément tout modifier. Donc la première étape, c'est le serveur mode. Donc nous allons prendre Remote Access, SSL plus User Host, parce qu'en fait, on va se baser sur, donc c'est un accès distance qui va se baser sur une authentification par certificat et par compte utilisateur. Ensuite, pour l'authentification des utilisateurs, on va prendre nous la local database, puisque c'est un compte local au pfSense que l'on va utiliser pour se connecter en VPN. Mais si vous utilisez un annuaire LDAP comme l'Active Directory, vous devez le retrouver dans la liste et du coup vous devez le sélectionner. Ensuite, donc c'est un protocole en UDP. L'interface ce sera le WAN puisque la connexion VPN on va la monter en venant taper sur l'interface WAN du pfSense. Ensuite, vous avez le port local. Donc là, par défaut, c'est 1194. Mais je vous invite à utiliser un port personnalisé. Donc là, je ne vais pas vous influencer, on va dire. Je vous laisse choisir le port personnalisé que vous souhaitez. Mais évitez en tout cas d'utiliser le port par défaut. Ensuite, on peut indiquer une petite description à tout ça. Alors, pour la partie chiffrement. Donc là, on voit bien qu'on retrouve notre autorité de certification ici. Au niveau du certificat du serveur, donc c'est là où on va reprendre le certificat serveur qui est ici. Donc là, on a repris le certificat, voilà. Ensuite, au niveau de l'algorithme de chiffrement, donc par défaut, c'est de l'AES 128. Ce que je vous propose, c'est de passer sur de l'AES 256 CBC. Alors, le fait de passer sur de l'AES 256 rajoute une couche de sécurité supplémentaire parce que le chiffrement sera plus robuste. Par contre, vous pouvez ressentir un léger impact en termes de performance, puisque le processus de chiffrement est plus lourd. Donc on peut ressentir une légère latence supplémentaire. Donc si jamais cela pose problème, vous pouvez toujours revenir sur de l'AES 128 dans un second temps.
Donc pour le reste des options, donc on va descendre un petit peu dans la page puisque tout ça, il n'est pas nécessaire de le modifier. Alors là, maintenant, nous allons arriver sur la partie configuration du tunnel. Donc là, c'est l'IPv4 Tunnel Network, c'est le réseau que l'on veut utiliser pour le tunnel VPN. Alors comme je vous l'ai montré sur le schéma tout à l'heure, pour ma part, c'est le réseau 10.10.10.0 en /24. Donc je ne vais pas utiliser de tunnel en IPv6, seulement en IPv4. Ensuite, vous avez une option redirect IPv4 Gateway. Donc si vous la cochez, lorsqu'un utilisateur se connectera en VPN, l'intégralité des flux du poste client vont passer par le VPN. Si vous laissez cette option décochée, vous allez avoir les flux qui vont pouvoir passer à la fois dans le VPN et les flux et les autres flux sur la navigation, enfin sur la sortie internet du domicile de l'utilisateur. Donc là, c'est plutôt un choix en termes de politique d'entreprise, on va dire, de faire l'un ou l'autre. Ensuite, nous avons le champ IPv4 Local Network. Donc là, ce sont les réseaux IP que l'on veut rendre accessibles au travers du VPN. Donc pour ma part, mon réseau d'entreprise, il est en 192.168.1.0 en /24, donc je vais l'indiquer ici, puisque c'est ce réseau-là que je veux rendre accessible au travers du VPN. Donc si vous avez plusieurs sous-réseaux à rendre accessibles, on peut imaginer un pare-feu régional qui donne accès ensuite à différentes agences, à différents sites. Donc potentiellement, vous allez avoir plusieurs sous-réseaux à autoriser. Donc ici, on va indiquer donc un premier sous-réseau. On met une virgule et on indique à la suite les autres sous-réseaux pour en indiquer plusieurs. Donc la partie IPv6 ne nous intéresse pas ici. Au niveau des connexions concurrentes, donc ça c'est le nombre d'accès simultanés que vous autorisez. Je pense que ça peut quand même être intéressant d'indiquer une limite en fonction du nombre d'utilisateurs que vous avez à connecter. Vous pouvez par exemple, si vous avez 10 personnes, mettre une limite à 12 ou 13 ou un peu plus. Donc là, c'est le nombre de connexions concurrentes. Il faudra penser à faire évoluer si le nombre d'accès VPN est amené à évoluer lui aussi. Donc ensuite, nous avons différentes options au niveau de la partie client. Donc on a l'option dynamique IP. Donc si vous avez des utilisateurs nomades et très mobiles qui se connectent en partage de connexion 4G tout en étant en mobilité, je vous recommande de cocher cette option-là parce qu'en fait ça va permettre de maintenir la connexion VPN automatiquement dans le cas où l'adresse IP publique de l'utilisateur change. Donc ce qui sera le cas d'un utilisateur qui est connecté en 4G et qui a tendance à se déplacer beaucoup. Donc là c'est plutôt en termes d'usage en fonction de vous, de votre environnement, d'activer ou non cette option. Ensuite en termes de topologie, donc là je vous recommande vivement de prendre l'option Net30 avec un réseau isolé. Donc le fait de prendre cette option là va faire en sorte que chaque client qui se connecte en VPN se retrouve dans un sous-réseau isolé. C'est-à-dire qu'il ne sera pas en mesure de communiquer avec les autres PC qui sont eux aussi connectés en VPN. Bon, ce qui me semble quand même intéressant en termes de sécurité. L'inconvénient, c'est qu'on va consommer 4 adresses IP par PC qui va se connecter. Donc on aura l'adresse IP du PC en lui-même, on aura une adresse IP pour une passerelle virtuelle sur le pfSense, et on a du coup l'adresse IP du sous-réseau /30 et son adresse de broadcast. Donc pour un PC qui se connecte, on va consommer 4 IP au lieu d'une seule. Donc quand vous déclarez votre plage réseau pour le VPN, donc vous savez le 10.10.10.0/24, il faut bien en tenir compte. Parce que le /24 ne va pas donner 254 connexions possibles. Vous devez diviser par 4 en fait. Donc en fonction du nombre d'accès dont vous avez besoin, en gros si vous avez besoin de plus de 60 accès, il faut oublier le /24 en fait. Il faut passer sur un masque un peu plus large pour pouvoir englober toutes les connexions. Mais en tout cas, en termes de sécurité, je vous recommande vivement de passer sur ce type de topologie. Donc ensuite, nous avons les paramètres avancés du client et la possibilité de définir un nom de domaine par défaut. Donc là, je vous recommande de mettre le nom de votre domaine Active Directory, par exemple, en tout cas le nom de votre domaine d'entreprise. Là, on a la possibilité de définir un serveur DNS. Donc par exemple, ça peut être le serveur DNS de l'entreprise pour pouvoir faire de la résolution de nom interne pour accéder à vos applications qui ont un nom DNS privé, on va dire. Donc là, on indique les différents serveurs DNS. On peut en indiquer 4.
Donc une fois que ça c'est fait, on a la possibilité de cocher cette option-là. Donc ça va permettre de forcer les PC sous Windows 10 à utiliser le DNS de l'entreprise. Parce que visiblement, il y a quelques petits souci, on va dire, avec Windows 10, c'est quand, si cette option-là n'est pas cochée, le PC ne va pas forcément utiliser le DNS du VPN, il va continuer à utiliser le DNS diffusé par le réseau local de l'utilisateur, ce qui peut poser des soucis en termes de résolution de nom. Donc dans ce cas-là, je vous invite à cocher cette option-là pour pouvoir résoudre les noms. Donc ensuite, nous avons, donc ici nous allons ajouter l'option auth no cache, ce qui va permettre en fait d'ajouter une sécurité supplémentaire pour éviter la mise en cache des identifiants, et notamment c'est une bonne protection contre le vol d'identifiants. Donc je vous recommande également de mettre cette option avancée ici. Et pour le reste, c'est tout bon. Donc on va pouvoir sauvegarder la configuration. Donc là concrètement, le tunnel VPN, enfin la partie serveur est configurée. Maintenant, nous allons voir pour comment exporter cette configuration. Donc on va devoir installer en fait un paquet supplémentaire sur le pare-feu, puisque nativement il n'offre pas la possibilité d'exporter la configuration au format OpenVPN. Donc on va aller dans le gestionnaire de paquets ici, et dans les paquets disponibles, nous allons rechercher tout simplement OpenVPN. Donc voilà, comme ceci. Et là on a le OpenVPN Client Export qui nous intéresse, donc on va cliquer sur le bouton Install pour lancer l'installation du paquet. Donc normalement ça prend seulement quelques petites secondes. Alors une fois que c'est fait, on va passer du coup, on va retourner dans la partie VPN et OpenVPN. Et là on peut voir qu'on a un onglet Client Export qui est arrivé. Donc là ça va nous permettre d'exporter la configuration OpenVPN. Donc si vous vous connectez en VPN en tapant sur l'adresse IP publique de votre pare-feu, donc là vous devez laisser interface IP adresse. Par contre, si vous avez déclaré un nom de domaine, par exemple vpn.itconnect.fr, dans ce cas-là, vous devez choisir une installation de type hostname pour pouvoir intégrer ce nom de domaine dans la configuration VPN. Mais je pense que majoritairement, on utilise plutôt l'adresse IP publique plutôt que de diffuser un nom de domaine pour le VPN, à moins d'utiliser un portail VPN SSL où là, ça a un peu plus d'intérêt, on va dire. Donc ensuite, on va laisser les autres options par défaut. On va simplement du coup cliquer sur Save as Default pour prendre en compte ces configurations-là. Alors, si vous si vous avez des clients VPN en ancienne version, c'est-à-dire en OpenVPN, dans des versions inférieures à la version 2.4, vous devez cocher l'option Legacy Client, qui va permettre en fait de rendre la configuration OpenVPN qu'on va exporter rétrocompatible avec les anciennes versions du client VPN. Alors sinon, vous voyez ici que tout en bas, on a une partie OpenVPN client, où là, on a la possibilité d'exporter la configuration pour l'utilisateur que l'on a créé précédemment. Donc, pour utiliser le client OpenVPN Community, qui est la version gratuite et en général assez appréciée par les administrateurs, donc on va devoir prendre ici la configuration qui est sous cette partie-là et cliquer sur le bouton Archive. Donc là, on télécharge une archive zip qui contient le certificat et le fichier OVPN correspondant à la configuration du VPN client to site. Si vous avez besoin de récupérer la configuration VPN pour la partie Android, vous avez ici donc la configuration OpenVPN Connect. Et enfin, pour récupérer le client OpenVPN en lui-même, donc l'installeur, vous avez la partie Windows Installer ici qui vous permet de récupérer la version OpenVPN pour Windows 10 ou Windows Server. Mais je vous mettrai également le lien dans la description de la vidéo pour récupérer directement le client VPN depuis le site officiel d'OpenVPN. Alors maintenant qu'on a exporté la configuration, on va devoir créer les règles de firewall pour autoriser la connexion au VPN. Donc dans Firewall Rules, donc là dans la partie WAN, on va ajouter une nouvelle règle. Donc l'action ce sera pass pour autoriser le trafic, l'interface WAN puisqu'on va venir sur la path WAN du firewall. Donc le protocole c'est bien UDP comme on a vu lorsqu'on a défini la configuration du VPN. Au niveau de la source ce sera any puisqu'on ne connaît pas l'adresse IP source de nos clients puisque potentiellement ils sont un peu partout on va dire. Et la destination par contre, donc ce sera
l'adresse WAN de notre firewall, donc WAN adresse, et le port, donc ce sera le port 1194. Donc on l'indique ici, mais vous, si vous avez utilisé un port personnalisé, ce qui est recommandé, vous indiquez ici votre port personnalisé. Là, vous avez la possibilité de loguer les paquets associés à cette règle, et ici, on va mettre une description, donc accès distant OpenVPN. On sauvegarde ça, on applique la règle ici en appuyant sur le bouton. Donc là, à partir de là, normalement, on peut se connecter en VPN, par contre, on n'accède à aucune ressource interne du réseau de l'entreprise. Donc on va aller dans la partie Firewall, dans la partie Rules à nouveau. Et là, on a un onglet OpenVPN maintenant qui est ici suite à la configuration du serveur VPN. Et c'est ici qu'on va devoir déclarer les règles de Firewall pour accéder à nos ressources internes de l'entreprise. Donc par exemple ici, moi j'ai créé une règle qui me permet d'accéder à mon réseau d'entreprise avec avec le protocole RDP pour faire du RDP en fait sur mes serveurs. Donc moi c'est sur mon lab en fait. Vous devez ajouter différentes règles comme ça en fonction des flux que vous souhaitez autoriser. Par exemple des flux HTTPS à destination d'une appli web qui est hébergée en interne à votre entreprise. Donc là, en fait, à chaque fois, il faut créer une règle. Et donc, c'est bien l'interface OpenVPN qu'il faudra choisir. La source, ça restera toujours any. Et la destination, c'est là où vous allez mettre l'hôte cible, donc votre serveur d'entreprise, avec son IP local, et le port de destination. Donc, il faudra créer comme ça autant de règles que nécessaire pour autoriser les flux. Une fois que tout ça est fait, on va pouvoir en fait, depuis un PC distant, c'est-à-dire un PC, le PC depuis lequel on est à notre domicile, importer la configuration OpenVPN et tenter de se connecter. On va dire que c'est un peu le moment de vérité. Alors je vais aller sur mon PC client. Alors sur le PC client, j'ai installé le client OpenVPN Community. Et j'ai récupéré j'ai la configuration que l'on a exportée tout à l'heure afin de la stocker en fait dans le dossier donc c2.programme OpenVPN config et j'ai copié le contenu donc du zip que j'ai récupéré tout à l'heure directement dans ce dossier là. Donc ce qu'on va faire déjà c'est renommer pour que ce soit un peu plus parlant on va dire. Et dans ce dossier-là, donc on retrouve bien nos fichiers. Alors le nom de la connexion qui va s'afficher dans le client OpenVPN, en fait c'est le nom du fichier OVPN ici. Donc si on veut que ce soit un nom un peu plus corporate, un peu plus parlant pour l'utilisateur, on peut le nommer différemment. Donc ici par exemple itconnect.ovpn, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir tenter une connexion distante sur notre réseau d'entreprise avec le client OpenVPN qui est ici. Donc on fait un clic droit et on fait connecter. Et là on peut voir donc on a une fenêtre en fait qui sauve de connexion où là on nous demande donc l'utilisateur et le mot de passe. Donc là je vais renseigner les informations de connexion de mon utilisateur local. Donc une fois que les identifiants sont saisis, on clique sur OK pour monter la connexion. Et là c'est un peu le moment de vérité. Donc là, on peut voir que la connexion s'est montée puisqu'en fait le petit écran est passé au vert. Donc là, c'est que le VPN concrètement il est connecté. On peut voir que je suis connecté à IT Connect. Donc ça correspond bien au nom du fichier OpenVPN que je vous disais tout à l'heure. Donc le fait de renommer le fichier permet de modifier le nom de la connexion. Et on peut voir que j'ai l'adresse IP 10.10.10.6. Donc c'est bien l'adresse IP correspondant à une adresse IP de ma plage réseau VPN. Donc ça correspond bien à la configuration que j'ai fait sur ma machine. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est regarder un peu en termes de configuration réseau, voir comment dire l'adresse IP que l'on a, mais aussi la passerelle. Donc on peut voir que donc si je retrouve la carte, voilà, donc la carte liée, donc la TAP Windows Adapter V9, donc ça c'est la carte liée à OpenVPN. Donc là, on peut voir que j'ai l'IP 10.10.10.6 avec un serveur DHCP en .5 et j'ai bien un masque en /30 en fait. Donc ça correspond bien au processus d'isolation que l'on a activé tout à l'heure au niveau de la configuration du serveur VPN. Donc maintenant, pour valider le bon fonctionnement de cet accès VPN, en fait, il faudrait que j'essaie de me connecter en RDP sur l'un de mes serveurs.
puisque j'ai autorisé le flux VPN, enfin le flux RDP à passer au travers de mon tunnel VPN. Donc ici, je vais prendre donc c'est un PC en 192.168.1.30, donc qui est bien dans le réseau de mon entreprise. Donc si je clique sur connecter, normalement, je dois pouvoir me connecter, voilà, à ce PC au travers du VPN, donc ce qui est plutôt intéressant. Donc là, on peut voir que j'ai bien réussi à me connecter en RDP au travers du tunnel VPN sur mon PC client qui est lui dans le réseau de l'entreprise. Donc à partir de là, on peut considérer que le VPN fonctionne, ce qui est plutôt une bonne nouvelle après près de 30 minutes de configuration, on va dire. Donc tout ça est plutôt positif. Donc pour ma part, là, j'ai terminé avec la partie configuration et la partie démonstration. Maintenant, ça va être à vous de jouer et de déployer le client OpenVPN auprès de vos postes utilisateurs. Et puis surtout, ne soyez pas trop permissif dans les règles de firewall, notamment au niveau de l'autorisation des flux que vous souhaitez laisser passer dans le tunnel VPN. Laissez passer seulement ce qui doit passer. Et surtout, n'oubliez pas de créer une règle pour autoriser les flux DNS à passer dans le tunnel VPN. Parce que si vous souhaitez utiliser le DNS de votre entreprise, vous devez créer une règle pour autoriser ce flux. Parce que sinon, ça ne pourra pas fonctionner, puisque nativement, on a pu voir qu'il n'y a aucune règle, et que donc, il n'y a aucun flux qui peut passer dans le tunnel VPN. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez reprendre tout ça pas à pas, et y aller un peu par étapes et prendre votre temps, je vous invite à lire l'article sur le site IT Connect, où on reprend toute la configuration au pas à pas. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt, bonne journée.